Mon nom est Naomi J. Berceron. J'ai 34 ans. Je n'aurais jamais pensé que je serais le genre de femme à raconter à des inconnus sur Internet les décombres de mon mariage. Mais certaines histoires pèsent trop longtemps dans votre poitrine et commencent à ressembler à du verre brisé si vous continuez à les porter seul. Avant que tout ne s'effondre, je pensais avoir une vie plutôt décente. Je travaillais comme mécanicienne dans un garage local, je louais une petite maison dans un quartier correct, et j'avais un mari, Jason, avec qui j'étais depuis l'université. Rien de luxueux, rien de glamour, mais stable. Je travaillais dur, je payais mes factures à temps, et je croyais honnêtement que je construisais quelque chose qui allait durer. Jason et moi n'étions pas parfaits, mais quel mariage laid! Nous avions des routines, des blagues privées, des disputes familières, et ces plans à moitié finis que les couples font quand ils pensent avoir des années pour tout régler. Puis, il y a 2 ans, ma vie a volé en éclats en un seul instant. Je suis rentrée du travail plus tôt parce que je voulais faire une surprise à Jason pour notre anniversaire. Je me souviens m'être sentie presque stupidement heureuse sur le trajet du retour, imaginant déjà son visage quand il me verrait rentrer plus tôt que prévu. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était Jason dans notre lit avec la femme du voisin. Je me souviens encore du bruit que mes clés ont fait quand elles m'ont glissé des mains et sont tombées par terre. Je me souviens de la porte de la chambre à moitié ouverte, de l'air trop immobile dans le couloir, et de la façon dont tout mon corps s'est refroidi avant que mon esprit ne réagisse pleinement. Mais plus que tout, je me souviens du visage de Jason quand il a levé les yeux et m'a vu là. Il n'avait pas l'air honteux. Il n'avait pas l'air paniqué. Il avait l'air agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'incommode. Ce fut le moment où j'ai su que notre mariage de 6 ans était mort bien avant que je n'ouvre cette porte de chambre. J'étais juste la dernière à le savoir. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'altercations, de fausses excuses, et de ce genre d'épuisement qui vous donne l'impression d'être détaché de votre propre vie. Jason n'arrêtait pas de dire que c'était une erreur, que nous pouvions surmonter cela, qu'il était confus. Puis j'ai trouvé les messages, des mois, peut-être plus. Ce n'était pas une nuit imprudente. C'était toute une deuxième vie qui se déroulait parallèlement à celle que je pensais que nous partagions. J'ai fini par dormir sur le canapé de mon ami Mike, en essayant de ne pas perdre complètement la tête, pendant que mon mariage était démonté pièce par pièce. Le divorce a été féroce. Jason a essayé de prendre tout ce qu'il pouvait, y compris des choses que j'avais achetées avant même d'être ensemble. Son avocat était un requin en costume coûteux qui me regardait comme si j'étais de la crasse qui avait réussi à entrer dans la pièce. Ma propre avocate était moins chère, distraite, et semblait émotionnellement engagée uniquement à terminer chaque réunion à temps pour le déjeuner. Chaque conversation donnait l'impression que j'étais punie pour avoir osé être trahie. Mais aussi mauvais que Jason ait été, il n'a pas été la blessure la plus profonde. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Amber. Amber avait 29 ans, était mère célibataire avec 2 enfants, et pendant des années, je l'avais aidée chaque fois que la vie tournait mal. J'ai acheté des fournitures scolaires pour ma nièce et mon neveu. J'ai réparé sa voiture plus de fois que je ne peux les compter. J'ai payé son loyer 2 fois quand elle était entre 2 emplois. J'ai fait ces choses parce qu'elle était ma sœur. Parce qu'après le départ de notre père quand elle avait 12 ans, j'ai toujours ressenti cette responsabilité silencieuse envers elle. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Apparemment, cela ne signifiait rien. Amber a pris le parti de Jason presque immédiatement, pas parce qu'elle croyait que je méritais d'être trompée, du moins pas au début. Elle l'a fait parce que Jason lui achetait des choses, des vêtements neufs, des dîners chics, des faveurs de garde d'enfants, pour qu'elle puisse sortir. Il lui promettait aussi de lui présenter quelques amis supposément riches de son nouveau cercle. Et Amber, dans ce que je ne peux décrire que comme un acte de désespoir à couper le souffle, a décidé que cela valait la peine de trahir sa loyauté. Je l'ai appelée une nuit, blessée et encore assez stupide pour espérer qu'il y avait une explication. Au lieu de cela, elle a dit, « C'est peut-être toi qui l'as poussé à ça. » Les femmes ne s'éloignent pas émotionnellement sans raison. Tu n'as jamais vraiment compris ce dont il avait besoin. Je ne pense pas avoir rien dit après cela. Je suis restée là, le téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Ce fut le moment où j'ai réalisé que j'étais vraiment seule.
Alors, j'ai bloqué son numéro. J'ai emballé les quelques affaires que l'avocat de Jason n'avait pas réussi à me prendre, et j'ai trouvé l'appartement le moins cher que je pouvais me permettre. C'était essentiellement une boîte à chaussures avec une salle de bain attenante, le genre d'endroit où l'on peut préparer le dîner, s'asseoir sur le lit, et atteindre la moitié de ses affaires sans se lever. La première nuit là-bas, je me suis assise sur ce matelas inconfortable, respirant l'odeur de moisi du vieux tapis et des poils de chat, essayant de comprendre comment ma vie s'était effondrée si vite. 6 mois plus tôt, j'étais mariée, confortablement installée, et stupidement certaine que ma sœur aurait toujours mon soutien. Maintenant, j'avais des nouilles instantanées, du café bon marché, et le silence. Et pourtant, l'humiliation continuait. Jason et Amber commençaient à publier ensemble en ligne comme si c'était eux qui avaient échappé à quelque chose de toxique. Des selfies au restaurant, des légendes suffocantes sur la protection de sa paix, des photos de plage d'une escapade que Jason et moi avions toujours rêvé de faire quand nous pourrions enfin nous le permettre. Apparemment, l'argent est apparu une fois que l'honnêteté a disparu. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux. Ils n'arrêtaient pas de me dire que je devrais peut-être essayer de régler les choses parce que le mariage est compliqué. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais littéralement surpris Jason au lit avec la voisine, elle a soupiré et dit « Les relations sont compliquées, ma chérie. » Je pense que cela a fait presque autant mal que l'adultère. Tout le monde agissait comme si j'exagérais, comme si j'étais le problème pour avoir refusé de rester avec un homme qui me mentait en face depuis des années. C'est là que ma vieille vie a pris fin. Pas avec un discours dramatique, pas avec de la justice, juste avec moi assise dans un appartement misérable, fixant un mur, comprenant que personne ne viendrait me sauver. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai arrêté d'attendre. L'appartement dans lequel j'ai emménagé après le divorce ne suffisait pas à peine à reconstruire une vie. C'était le genre d'espace étriqué et sans joie qui vous donnait l'impression d'être puni simplement pour y être debout. Je pouvais préparer le dîner, m'asseoir sur le lit, et atteindre la porte de la salle de bain sans faire plus de quelques pas. Le matelas s'affaissait au milieu. Les murs étaient assez fins pour que j'entende mon voisin d'en haut tousser. Tout l'endroit sentait la poussière ancienne, les poils de chat, et le produit nettoyant bon marché que le propriétaire utilisait pour prétendre que c'était habitable. Je me souviens m'être assise là cette première semaine, fixant une tasse ébréchée remplie de café instantané, pensant à la façon dont, 6 mois plus tôt, j'avais une maison, un mariage, et ce que je pensais être une famille. Maintenant, j'avais des nouilles, le silence, et un siège au premier rang pour tous ceux qui m'avaient aidé à me ruiner, agissant comme s'ils avaient gagné. Parce que bien sûr, Jason et Amber n'ont pas gardé leur petite alliance privée. Ils l'ont étalée. Soudain, ils étaient inséparables en ligne, comme s'ils avaient tous deux survécu à un terrible méchant et se soignaient courageusement ensemble. Des selfies au restaurant que je n'aurais jamais pu me permettre quand Jason et moi étions mariés. Des légendes suffisantes sur la façon de se débarrasser des personnes toxiques. Des photos de plage de ce genre d'escapade dont Jason et moi rêvions, mais que nous n'avions jamais eu les moyens de faire. Apparemment, l'honnêteté était ce qui vidait le budget. Sans elle, il semblait s'en sortir très bien. Chaque fois que je voyais une de ces publications, quelque chose de chaud et d'humiliant se tordait dans ma poitrine. Ce n'était même pas de la jalousie. C'était la cruauté de la performance. La façon dont il voulait que je sache qu'il s'amusait. La façon dont il voulait que tout le monde croie que j'avais été le problème depuis le début. Et le pire, c'est à quel point les gens acceptaient facilement cette version. Quelques amis mutuels se sont éloignés. D'autres sont devenus étrangement silencieux. Personne ne voulait toucher au désordre. Il était plus facile de sourire à leurs photos et de me laisser disparaître en paix. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux. Ils n'arrêtaient pas de dire que le mariage demandait du travail, des compromis, de la compréhension, comme si le compromis devait inclure l'infidélité et l'humiliation publique. Quand je leur ai encore dit ce sur quoi j'étais tombée, ma mère a pris ce ton-là que les gens utilisent quand votre douleur devient gênante et a dit « Naomi, les relations sont compliquées ». Mon père évitait surtout les détails et répétait juste que 6 ans, c'était long à jeter. Jeter comme si c'était moi qui avais lâché l'allumette. C'était le rythme de ma vie pendant un moment. Me réveiller, aller au travail, rentrer dans un petit appartement qui ressemblait à une défaite.
Essayer de ne pas regarder mon téléphone, échouer, voir une autre publication de Jason ou d'Amber et sentir mon estomac se serrer à nouveau. Puis rester éveillé trop longtemps dans un lit qui semblait trop petit pour toute la colère que je portais. Je survivais techniquement, mais cela ne ressemblait pas à vivre. Cela ressemblait à être lentement effacé pendant que tout le monde regardait et décidait que c'était probablement juste. Environ un mois après avoir emménagé dans cette boîte à chaussures, j'ai rencontré Amber à l'épicerie. Je me tenais dans l'allée des nouilles instantanées avec un chariot plein du genre de course que l'on fait quand on compte chaque dollar. Nouilles, café bon marché, pain discount, beurre de cacahuète, les bases déprimantes. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie et j'ai essayé de m'éloigner parce que je n'avais pas l'énergie pour la performance qu'elle allait donner. Mais Amber a toujours eu un talent pour repérer la faiblesse à travers une pièce. Elle est venue directement vers moi avec cette fausse expression inquiète qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait vous insulter et se sentir tout de même juste. « Oh mon Dieu », dit-elle, me regardant de haut en bas. « Naomi, tu as l'air terrible. » J'aurais dû partir à ce moment-là. Je le sais maintenant. Mais il y a un genre spécial de paralysie qui survient quand quelqu'un qui vous a trahi commence à parler comme s'il avait encore le droit d'évaluer votre vie. Je suis restée là, une main sur le chariot, sentant déjà la chaleur monter à mon cou. Les yeux d'Amber se sont baissés vers mes courses et sa bouche s'est contractée. « Tu manges assez ?» Avant que je puisse répondre, elle a lancé une petite mise à jour désinvolte sur la façon dont Jason allait beaucoup mieux maintenant. Comment il semblait plus heureux, comment sa nouvelle petite amie, la voisine pour laquelle il avait fait exploser mon mariage, était si généreuse et les avait tous emmenés dans un restaurant chic le week-end dernier. Elle l'a dit à la légère, comme si nous étions des copines, échangeant des commérages inoffensifs au lieu de ma sœur qui narrait mon remplacement devant moi dans le rayon des surgelés. Puis elle s'est légèrement penchée, baissant la voix comme si elle allait partager quelque chose d'intime. « Tu sais, Jason m'a tout dit sur pourquoi ton mariage a échoué. Tu aurais vraiment dû faire plus attention à ses besoins. » Pendant un instant, je ne savais honnêtement pas quoi dire. C'était trop laid, trop éhonté. C'était ma sœur, la femme que j'avais aidée encore et encore, se tenant à quelques centimètres de moi et me disant essentiellement que je méritais d'être trahie parce que je n'avais pas assez bien performé mon rôle d'épouse pour l'homme qui m'avait menti. Et puis elle a souri. Le petit ami de la petite amie de Jason pourrait avoir un ami que tu aimerais, ajouta-t-elle avec un sourire narquois. Peut-être quelqu'un qui peut se permettre de meilleures courses que ceci. Elle a effectivement fait un geste vers mon chariot en disant cela. Ce fut le moment où quelque chose en moi a changé. Pas cassé, changé. Parce que jusqu'à alors, je vivais encore en partie dans le deuil, espérant encore à un certain niveau que tout cela n'était qu'un cauchemar de malentendus et d'égoïsme qui pourrait un jour sembler moins personnel. Mais debout là sous cette lumière fluorescente, regardant Amber sourire au-dessus de mes nouilles et de mon café bon marché, j'ai réalisé que c'était personnel pour eux. Chaque petit détail, la trahison, la moquerie, la façon dont ils utilisaient mon point le plus bas comme divertissement. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas égarés. Ils étaient cruels. J'ai laissé le chariot là, dans l'allée. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas donné à Amber la satisfaction de me voir pleurer, crier ou la supplier de m'expliquer comment elle était devenue cette personne. Je me suis juste retournée et je suis sortie du magasin. Je me souviens m'être assise dans ma voiture après, les mains tremblantes sur le volant, fixant le pare-brise dans le vide. Cela sonnerait probablement dramatique de dire qu'un parking d'épicerie a changé ma vie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au moment où je suis rentrée dans cet appartement misérable, j'en avais fini de me plaindre de moi-même. J'en avais fini de laisser Jason et Amber réécrire ma vie en quelque chose de pathétique. J'en avais fini de leur donner le pouvoir de décider si j'étais ruinée. Ce soir-là, j'ai fait un plan. Pas une vague promesse de me remettre sur pied éventuellement. Un vrai plan. J'allais travailler jusqu'à ce que mon corps se plaigne, puis travailler encore un peu. J'allais économiser chaque dollar que je pouvais. J'allais quitter cet appartement, acheter ma propre maison, et construire quelque chose que aucun mari infidèle, aucune sœur traîtresse, et aucun parent sans colonne vertébrale ne pourrait toucher. Je n'allais pas me venger en leur criant dessus. J'allais faire quelque chose de bien pire.
J'allais les faire regarder devenir intouchables. Et une fois que cette idée a pris racine, elle m'a donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la direction. Une fois que j'ai eu un plan, tout dans ma vie s'est réorganisé autour de lui. J'ai arrêté de penser en termes de jours et j'ai commencé à penser en termes de progrès. Chaque heure comptait. Chaque dollar avait une tâche. Chaque décision devait me faire avancer. Même si c'était inconfortable, même si c'était épuisant, surtout si c'était épuisant. Ma routine est devenue quelque chose qui, extérieurement, aurait probablement semblé malsain, mais à ce moment-là, je ne me souciais pas de ce que cela ressemblait. Je me souciais de ce que cela faisait. J'ai commencé à me réveiller à 5 heures du matin, en me traînant jusqu'à la petite excuse de salle de sport dans mon immeuble, qui n'était en réalité qu'un tapis roulant et quelques pois poussiéreux entassés dans un placard. Je courais jusqu'à ce que mes jambes brûlent, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que c'était le seul moment de la journée où je pouvais ressentir quelque chose d'autre que la colère ou l'humiliation. À 6h30, j'étais au garage. Le travail ne s'arrêtait pas avant 6 ou 7 heures du soir. Parfois plus tard s'il y avait des réparations d'urgence. Après cela, je prenais le premier plat à emporter bon marché que je pouvais justifier. Je rentrais dans mon appartement et j'ouvrais mon ordinateur portable. Cours en ligne, comptabilité, gestion de base des entreprises, système d'inventaire, des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant parce que je pensais n'être qu'employé pour toujours. Maintenant, j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux se brouillent et que ma tête commence à pencher. Les week-ends n'étaient pas des pauses. C'étaient des opportunités. J'ai pris des petits boulots partout où je pouvais. Vidange dans les parkings, plaquettes de frein dans des allées étroites, alternateurs sur des voitures qui auraient probablement dû être mises à la retraite des années plus tôt. Ce n'était pas exactement légal, pas exactement sûr, mais ça payait, et j'avais besoin de chaque dollar. Chaque fois que je terminais un de ces travaux et que je mettais de l'argent liquide dans ma poche, je sentais un petit sentiment de contrôle, constant, revenir. Au garage, Rick a commencé à remarquer. Au début, il me donnait de petites tâches, commander des pièces, parler aux clients, puis la planification, puis aider à l'embauche. Au bout de 6 mois, je dirigeais pratiquement l'endroit pendant qu'il était assis dans le bureau de l'arrière en prétendant superviser et jouant en fait au solitaire la moitié du temps. Un soir, alors que nous fermions, il s'est appuyé contre la porte et m'a regardé de cette façon réfléchie que les gens ont quand ils essaient de vous comprendre. « Je possède cet endroit depuis près de 30 ans, dit-il. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme toi. Qu'est-ce qui te motive ? J'ai pensé lui dire tout sur Jason, sur Amber, sur la façon dont l'humiliation s'était transformée en quelque chose de tranchant et de concentré en moi, mais au lieu de cela, j'ai haussé les épaules. J'essaie d'acheter une maison. Il a hoché la tête comme si c'était la réponse la plus normale du monde. Bon objectif, dit-il. Rien de mieux que d'avoir son propre endroit, pas de propriétaire, pas de loyer qui augmente. Intelligent. Cette phrase simple est restée avec moi plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Parce que dans un monde où tout le monde m'avait traité comme si j'exagérais, où ma douleur avait été minimisée ou moquée, entendre quelqu'un simplement dire que ce que je faisais avait du sens était apaisant. Comme si je n'étais peut-être pas folle de vouloir quelque chose de stable après tout ce qui m'avait été arraché. L'étrange chose, c'est que, même si je travaillais sans relâche, j'ai commencé à me sentir mieux. Pas heureuse, pas encore, mais mieux. Le mouvement constant donnait moins de temps à mon esprit pour tourner en rond. Regarder mon compte bancaire grossir lentement me donnait quelque chose de concret sur lequel me concentrer. C'était une preuve. La preuve que je n'étais pas coincée. La preuve que je pouvais avancer même si tout ce qui était derrière moi était encore désordonné et non résolu. Cela ne signifiait pas que les mauvais jours avaient disparu. Il y avait encore des moments où je voyais une publication de Jason ou d'Amber et que je sentais cette vieille vague de colère monter si vite qu'elle me serrait la poitrine. Il y avait encore des clients qui me rappelaient Jason de petites manières stupides. Et soudain, je me retrouvais dans ce couloir, les clés tombant par terre, la réalité se fendant. Mais ces moments commençaient à arriver moins souvent. Et quand ils arrivaient, ils ne duraient pas aussi longtemps. Les cours en ligne, cependant, étaient brutaux.
Je n'avais jamais été une excellente élève, et essayer de comprendre la comptabilité après une journée de travail de 12 heures passées à réparer des voitures donnait l'impression d'apprendre une nouvelle langue en étant à moitié endormie. J'ai échoué mon premier examen pratique si mal que ma tutrice en ligne m'a effectivement appelé pour vérifier si j'allais bien. J'ai presque ri quand elle a demandé. « Je vais bien », lui ai-je dit. J'apprends juste à la dure. Mais je n'ai pas abandonné. J'étudiais pendant les pauses déjeuner, regardais des vidéos tutoriels en attendant les livraisons de pièces, me testais avec des cartes mémoire avant de me coucher jusqu'à ce que les chiffres et les termes commencent à se brouiller. Lentement, douloureusement, les choses ont commencé à s'éclaircir. Et une fois que c'est arrivé, je ne pouvais plus ignorer ce que j'apprenais. J'ai commencé à regarder le garage différemment. Rick le gérait comme il l'avait toujours fait. Facture papier, pas de suivi réel des stocks, prix basé sur l'instinct plutôt que sur une analyse des coûts réels. Ça marchait, mais c'était désordonné, inefficace, plein de lacunes. Un soir, après la fermeture, je lui ai montré une feuille de calcul que j'avais préparée. 6 mois de travaux ventilés, marge bénéficiaire, clients fidèles, comparaison de fournisseurs. C'était basique, le genre de choses que je venais d'apprendre, mais pour Rick, cela aurait pu être de la magie. Il a fait défiler lentement, ses sourcils se soulevant de plus en plus à chaque onglet. « Où avez-vous appris à faire ça » demanda-t-il. « Cours en ligne, dis-je. J'y travaille le soir. » Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose qui a changé toute ma trajectoire. « Vous savez, je pensais vendre cet endroit quand je prendrai ma retraite. J'ai toujours pensé que je le fermerais. Mais avez-vous déjà pensé à l'acheter ? » Je l'ai regardé. Posséder le garage. Pas seulement y travailler. Pas seulement le gérer. Le posséder. Je n'ai pas cet argent, dis-je honnêtement. Il a agité la main comme si c'était un détail que nous pouvions régler plus tard. Nous pourrions trouver un arrangement. Plan de paiement. Vous prenez de plus en plus de responsabilités pendant que je me retire. Je préférerais le vendre à quelqu'un qui s'en soucie vraiment plutôt qu'à une société qui va démanteler l'endroit. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas seulement de la survie. C'était la possibilité. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, me suis assise sur mon lit, et j'ai ajouté quelque chose de nouveau à mon plan. Pas seulement une maison, le garage aussi. Cela prendrait plus de temps. Cela demanderait plus de travail que ce que je faisais déjà. Cela m'étirerait probablement d'une manière que je n'avais même pas encore envisagée. Mais l'idée de construire quelque chose qui m'appartenait entièrement, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever, était trop forte pour être ignorée. Et pour la première fois depuis longtemps, le futur ne me semblait pas quelque chose duquel je fuyais. Il me semblait quelque chose que je construisais. Une fois que les choses ont commencé à avancer, elles n'ont pas ralenti. Environ 1 an après ma routine, le garage se portait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. Rick m'avait pratiquement remis les rênes. Les affaires allaient mieux. Les clients revenaient. Et pour la première fois, l'endroit semblait organisé plutôt que simplement fonctionnel. Les feuilles de calcul que j'avais construites n'étaient plus des expériences. C'étaient des systèmes. Nous savions quels travaux étaient réellement rentables, quels fournisseurs valaient la peine d'être conservés, et quels services drainaient silencieusement du temps sans réel retour. Rick a remarqué. « Ouah! Vous avez augmenté les affaires de 30%, me dit-il un après-midi, tapotant une pile de rapports sur son bureau. 30%? Ça n'arrive pas par accident. » J'ai haussé les épaules comme si ce n'était rien, mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose de solide et de calme s'installer. Pendant si longtemps, on m'avait dit, directement ou indirectement, que je n'étais pas assez attentive, pas assez excitante, pas le genre de personne que l'on choisit. Mais ici, dans cet espace, avec de l'huile sur les mains et des chiffres à l'écran, j'étais plus cassée. J'étais nécessaire. Et puis Rick a dit quelque chose qui a fait avancer les choses. « Je suis sérieux au sujet du rachat, dit-il. Vous dirigez déjà l'endroit. Autant le posséder. » Nous avons commencé à parler chiffres, plan de paiement, pourcentage, délai. Ce n'étaient pas des mathématiques faciles.
Cela prendrait des années. Cela m'étirerait financièrement d'une manière qui me donnait des nœuds à l'estomac juste en y pensant. Mais c'était possible, et c'était suffisant. En même temps, quelque chose d'autre se produisait. La vie que Jason et Amber jouaient si fort commençait à craquer. Je ne cherchais pas de nouvelles, mais les informations ont tendance à vous trouver quand les gens s'effondrent. Mike avait toujours des contacts dans le cercle élargi de Jason, et de temps en temps, il mentionnait quelque chose en passant pendant que nous travaillions. L'homme pour lequel Jason m'avait quitté, la voisine, ne s'intéressait à rien de sérieux. Cette relation s'est éteinte à peine 2 mois après la finalisation du divorce. Apparemment, l'excitation a une courte durée de vie quand elle est basée sur la trahison. L'ami riche que Jason avait promis de présenter à Amber s'est avéré n'être rien d'autre qu'un gars qui prétendait avoir de l'argent pour entrer dans les clubs. Quand Amber est finalement sortie avec lui, il a essayé de lui faire payer le dîner. Ce détail est resté avec moi plus longtemps que prévu. Le dîner chic a ralenti. Les virées shopping ont disparu. Les vacances se sont arrêtées. Jason avait dépensé la majeure partie de ce qu'il avait obtenu du divorce en essayant d'impressionner quelqu'un qui était déjà parti. Amber, qui avait quitté son emploi stable parce qu'elle pensait qu'elle allait améliorer toute sa vie, s'est soudainement retrouvée à nouveau à devoir se débrouiller. Je n'ai pas célébré. Pas à voix haute. Quand Mike me l'a dit, j'ai juste hoché la tête et j'ai continué à travailler sur le moteur devant moi comme si c'était une autre information. Mais à l'intérieur, je l'ai ressenti. Pas de joie, pas de vengeance, quelque chose de plus calme, de l'équilibre, comme si la balance avait enfin arrêté de pencher dans un sens. Rick a dû sentir que j'étais prête pour plus, car un samedi, il est venu à l'atelier alors qu'il travaillait rarement le week-end. « Vous ne prenez jamais de jour de repos ?» demanda-t-il, me regardant travailler. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment. Il a tiré un tabouret et s'est assis à côté de moi. Ma femme et moi pensons déménager en Arizona, dit-il. Son arthrite s'aggrave. Le froid ici n'aide pas. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. Allait-il vendre le garage à quelqu'un d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il advient de l'atelier, demandai-je, en essayant de garder ma voix neutre. Il me regarda comme si la réponse aurait dû être évidente. C'est pour ça que je suis là pour en parler. Je veux accélérer les choses. Au lieu de 5 ans, je veux que vous preniez le contrôle dans 2 ans. J'ai cligné des yeux. C'est rapide. Vous êtes prête, dit-il simplement. Nous ajusterons les chiffres. Vous obtiendrez une plus grande part maintenant. Plus de cela ira vers la propriété. Je pars plus tôt. Tout le monde gagne. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails. Au moment où il est parti, nous avions un plan. Pas parfait, pas facile, mais réel. J'allais posséder le garage plus tôt que ce que j'avais jamais imaginé. Vers la même période, tout le reste de ma vie s'est aligné juste assez pour que quelque chose d'autre se produise. J'avais enfin assez économisé pour un acompte. Pas sur quelque chose de chic, pas sur une maison de rêve avec un éclairage parfait et un jardin sorti d'un magazine, mais sur quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier décent. Le jour où j'ai signé les papiers, je me suis assise dans ma voiture après pendant un long moment, regardant juste le volant. Je l'avais fait. Sans aide, sans raccourci, sans que personne ne tire les ficelles pour moi, juste du travail. Et juste à point nommé, le passé a essayé de frapper à nouveau. J'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas Amber. Elle avait un nouveau téléphone, un nouveau ton aussi. Elle a dit qu'elle me manquait. Dit que la famille devait rester unie. Dit qu'elle pensait beaucoup à moi ces derniers temps. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis retournée à ce que je faisais. Je n'avais rien à lui dire. Plus maintenant. Quelques jours plus tard, j'étais tard à l'atelier, en train de terminer une reconstruction compliquée, quand un autre message est arrivé. Celui-ci n'était pas doux. Sérieusement, tu vas m'ignorer après tout ce que j'ai fait pour toi? Très mature. J'ai effectivement ri en le lisant. Tout ce qu'elle avait fait pour moi, les mots étaient là, presque impressionnants dans leur détachement de la réalité.
J'ai tapé quelques réponses, les ai supprimées, j'en ai tapé une autre. Je l'ai aussi supprimée. Finalement, j'ai envoyé quelque chose de simple. Occupé avec le travail. Je te parle plus tard. C'était assez vague pour éviter un combat. Assez distant pour ne rien vouloir dire. Parce que la vérité était que je n'avais aucune intention de la laisser revenir dans ma vie juste parce que la sienne s'effondrait. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon petit appartement, j'ai regardé les cartons empilés contre les murs, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Dans quelques jours, j'emménagerai dans ma propre maison. Dans quelques mois, je serai sur la bonne voie pour posséder ma propre entreprise. Et j'avais fait tout cela pendant que les gens qui étaient censés m'aimer pariaient en silence sur mon échec. Le lendemain matin, juste pour me rappeler que rien n'est jamais facile, mon agent immobilier a appelé. Le vendeur essayait de se retirer. Apparemment, ils avaient reçu une meilleure offre et avaient soudainement décidé de se retirer de l'accord. Pendant un instant, mon estomac s'est serré, mais elle m'a ensuite assuré que le contrat était solide. Cela retarderait simplement la clôture pendant que leur avocat réglerait la question. Agaçant, frustrant, mais pas suffisant pour m'arrêter parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà appris quelque chose à la dure. Rien de ce qui en vaut la peine ne vient sans résistance, et je n'allais pas m'arrêter maintenant. 3 jours avant que je ne sois censé déménager, on a frappé à la porte de mon appartement. Je ne m'attendais à personne. Les quelques personnes à qui je parlais encore savaient que j'étais occupée à emballer, et je gardais la tête baissée volontairement. Pas de distraction, pas de drame, juste des cartons, des listes, et la concentration silencieuse de finalement entrer dans quelque chose que j'avais mérité. Alors, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Amber debout là, je l'ai presque pas reconnue. Elle semblait plus petite, pas physiquement, mais en présence. Ses cheveux étaient en désordre, comme si elle avait arrêté de se soucier de la façon dont ils tombaient. Ses vêtements étaient froissés. Il y avait une sorte de tension sur son visage, comme si elle retenait quelque chose qui continuait de glisser. « Salut, étrangère », dit-elle, forçant un sourire qui n'était pas tout à fait sincère. « Je peux entrer ?» Je n'ai pas bougé. « Qu'est-ce que tu veux, Amber ?» Elle a laissé échapper un petit rire comme si j'avais fait une blague au lieu de poser une question. « Une sœur ne peut pas juste rendre visite ? » Ça fait un moment. « Oui, dis-je. Il y a environ 1 an que tu t'es tenue dans une épicerie et que tu m'as dit que je méritais d'être trompée. » Le sourire a disparu comme ça. « Écoute, dit-elle rapidement. J'ai fait des erreurs, d'accord ? J'ai été stupide. Jason m'a raconté tout ça sur toi et je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Je suis désolée. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait quelque chose de presque convaincant. Presque. Où est Jason maintenant ? Demandai-je. Elle a hésité juste assez longtemps pour répondre à la question sans dire un mot. Nous ne nous parlons plus vraiment, dit-elle finalement. Il a des choses à régler. Bien sûr qu'il en avait. Ce qui signifiait qu'il n'était plus utile ? J'ai hoché lentement la tête. Et tu es là parce que... Ce fut le moment où ses yeux ont dépassé moi, à l'intérieur de l'appartement, vers les cartons, vers la vie emballée derrière moi. Tu déménages ? Demanda-t-elle. Oui, dis-je. J'ai signé pour une maison. Toute son expression a changé. C'était subtil, mais je l'ai vu. L'espoir. Pas pour moi. Pour elle-même. C'est incroyable, dit-elle un peu trop vite. Combien de chambres ? La voilà. La vraie raison pour laquelle elle s'était présentée. 3, dis-je. Son visage s'est illuminé comme si je venais de lui donner une solution emballée dans un ruban. C'est parfait, dit-elle. Parce que je suis un peu dans une situation en ce moment. Mon propriétaire vend l'immeuble et nous devons partir d'ici la fin du mois. Les enfants et moi cherchons, mais le loyer est dingue. Et j'ai levé une main légèrement. Amber, elle s'est arrêtée. J'ai soutenu son regard. Dis-le. Elle a dégluti. Je pensais peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. Les enfants et moi pourrions rester avec toi juste temporairement. Nous ne serions aucun problème.
Je pourrais aider avec les factures une fois que je trouverai quelque chose, et les enfants adoreraient d'avoir leur tante près d'eux. L'audace était presque impressionnante. Après tout, après la trahison, après la moquerie, après l'absence totale de soutien réel quand c'était moi qui sombrais, elle pensait vraiment pouvoir simplement rentrer dans ma vie et y prendre de la place. Non, dis-je. Elle a cligné des yeux. Quoi? Non, répétai-je. Tu ne peux pas vivre avec moi. Pas maintenant, pas plus tard, pas jamais. Son visage a immédiatement changé. La douceur s'est transformée en urgence. L'urgence en manipulation. Mais les enfants, dit-elle, les yeux commençant à se remplir. Ils n'ont nulle part où aller. Nous pourrions finir dans un refuge. Est-ce ce que tu veux? Ta propre nièce et ton propre neveu sans abri parce que tu n'aideras pas. Et ce fut le moment où je cessai de ressentir quoi que ce soit pour elle. Parce que ce n'était pas de la désespération. C'était une stratégie. Utiliser ses enfants comme levier. J'ai laissé échapper un petit rire avant de pouvoir m'en empêcher. Où étais-tu, dis-je calmement. Quand j'étais sur le canapé de Mike? Quand j'ai perdu ma maison, mes économies, mon mariage. Je ne l'étais pas. Tu faisais du shopping. J'ai coupé avec la femme qui avait aidé à détruire ma vie, en riant de moi. Tu te souviens de ça? Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste. J'ai commencé à fermer la porte. Elle s'est avancée, bloquant la porte avec son pied. S'il te plaît, dit-elle, et cette fois il y avait une vraie panique dans sa voix. Je n'ai nulle part ailleurs. Maman et papa ne veulent pas de nous. Jason est parti. Mes amis, ils ne peuvent pas aider. Je n'ai personne. J'ai croisé son regard. Ça ressemble à un problème à toi, dis-je. Les mêmes mots qu'elle m'avait dit une fois. Elle a entendu. J'ai vu l'impact. Pendant un instant, elle est restée là, me regardant comme si elle essayait de trouver une version de moi qui céderait. Il n'y en avait pas. J'ai déplacé son pied de l'encadrement de la porte et j'ai fermé la porte. Elle est restée dehors pendant un moment, frappant, appelant mon nom. Sa voix s'est élevée, puis s'est brisée, puis s'est estompée. J'ai continué à emballer. Des vêtements pliés, des cartons scellés, organisant ce qu'il restait peu de mon ancienne vie. Finalement, le bruit a cessé. Elle est partie. Et pendant un moment, j'ai pensé que c'était fini. Que peut-être, juste peut-être, le message était finalement passé. Mais j'aurais dû savoir mieux, car les gens comme Amber n'acceptent pas les limites. Ils les escaladent. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages, des appels, des messages vocaux, pas seulement d'elle, de mes parents. Apparemment, elle était allée directement chez eux avec sa version de l'histoire. Le message vocal de ma mère était exactement ce à quoi je m'attendais. Je t'ai élevé mieux que ça. La famille aide la famille. Je n'arrive pas à croire que tu laisserais ta sœur et ses pauvres enfants souffrir alors que tu as une maison entière pour toi toute seule. Mon père était pire. Je suis déçue de toi. Une bonne fille s'occupe de sa famille. Ta sœur a besoin d'aide et tu es en position de la fournir. Une bonne fille. C'était la première fois que j'entendais parler de lui depuis des mois. Et c'était ce qui l'avait enfin poussé à appeler. Pas mon divorce, pas mon effondrement, pas ma reconstruction, mais mon refus de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Parce que j'en avais fini d'expliquer ma vie à des gens qui n'écoutaient que lorsque cela leur convenait. J'ai fini d'emballer, j'ai finalisé les détails du déménagement, j'ai gardé ma concentration exactement là où elle devait être, vers l'avant. Et puis, juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus absurde, j'ai reçu un message de Jason. Je sais que nous ne sommes pas en très bons termes, commençait-il, mais je suis vraiment inquiet pour Amber et les enfants. Elle dit que tu as acheté une maison avec beaucoup de place. Mais que tu ne veux pas aider. Ce ne ressemble pas à la femme que j'ai épousée. Tu devrais peut-être reconsidérer. Je l'ai lu 2 fois juste pour m'assurer que c'était réel. Puis j'ai tapé une phrase. La femme que tu as épousée n'existe plus. Tu l'as détruite.
Ne me contacte plus. Et je l'ai bloqué. Ce soir-là, le ton des messages a changé. Moins de culpabilité, plus de pression, plus de menaces. Ma mère parlait de s'impliquer. Mon père faisait allusion à une visite en personne. Amber passant de la supplication à l'accusation. Me traitant d'égoïste. Froide. Méconnaissable. Je ne m'en souciais plus. Qu'ils viennent. Qu'ils disent ce qu'ils voulaient. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qui perdait le contrôle. Le matin après qu'Amber se soit présentée à ma porte, je me suis réveillée avec un nouveau message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la mère de Jason. Bien sûr. Sa voix était tendue, contrôlée, et pleine de cette déception polie que les gens utilisent quand ils pensent encore avoir de l'autorité sur vous. Je suis très préoccupée par la façon dont tu traites Amber, dit-elle. Elle a des enfants, Naomi. J'ai élevé Jason pour qu'il croie que la famille passe avant tout, et je m'attendais à mieux de ta part. J'ai effectivement ri à voix haute en l'écoutant. La famille passe avant tout. C'était riche. Je me suis tenue là dans ma cuisine avec une tasse de café, fixant le vide, pensant à la façon dont son fils avait passé des mois à me mentir, à coucher avec la voisine et à démanteler notre mariage pièce par pièce pendant que je continuais à croire en lui chaque jour. Et pourtant, c'était moi qui avais échoué au standard familial. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Ils étaient tous ensemble. Pas consciemment, pas comme un plan coordonné, mais dans leur mentalité, dans leurs droits, dans la conviction que j'existais pour absorber les conséquences qu'ils ne voulaient pas affronter. Et une fois que j'ai vu cela clairement, quelque chose s'est figé en moi. J'en avais fini de négocier. J'en avais fini d'expliquer. J'en avais fini d'être disponible. J'ai appelé mon agent immobilier ce même matin et j'ai demandé s'il y avait un moyen d'avancer la date de clôture. J'ai des problèmes familiaux, lui ai-je dit. J'ai besoin d'emménager dans la maison le plus tôt possible. Elle a hésité, puis a dit qu'elle allait essayer. Après cela, j'ai appelé Rick. Il a écouté tranquillement pendant que j'expliquais la situation, puis a secoué la tête. Ils ne viennent vers toi maintenant que parce que tu vas bien, dit-il. Où était-il quand tu étais sur le canapé de ton ami? Exactement. Il a même proposé de me laisser rester chez lui si les choses s'aggravaient, ce à quoi je ne m'attendais pas, mais que j'ai apprécié plus que je ne pourrais l'expliquer. Puis j'ai appelé Mike. Il n'a même pas hésité. Je viens, dit-il. Nous t'aiderons à emballer, et s'ils se présentent, ils auront d'abord affaire à moi. C'était étrange. Les gens qui n'étaient pas de ma famille, ceux qui n'avaient aucune obligation envers moi, ils se sont présentés pendant que ceux qui partageaient mon nom de famille ne venaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Cet après-midi-là, mon agent a rappelé. Bonne nouvelle, nous pouvons clôturer demain. Tout est finalement réglé. Le vendeur a accepté qu'il ne pouvait pas se retirer et les documents sont prêts. Vous emménagerez dans votre maison 48 heures plus tôt que prévu. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Pas un mot. Qu'ils viennent à mon appartement. Qu'ils frappent à une porte vide. Au moment où ils comprendraient, je serais partie. Le jour du déménagement est arrivé vite. Les cartons chargés, les clés remises. Cet appartement minable, l'endroit qui avait abrité la pire version de ma vie, était derrière moi pour de bon. Et ma nouvelle maison, elle n'était pas parfaite. Pas une maison de rêve, mais elle était mienne. Cette première nuit, je me suis assise sur la terrasse arrière avec une boisson fraîche à la main, regardant le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer. Respirer vraiment. Pas de tension dans ma poitrine. Pas d'attente de la prochaine chose qui pourrait mal tourner. Juste le silence. Et j'ai fait une erreur. Ou peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être que c'était quelque chose que je devais faire. J'ai posté quelques photos. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste une simple publication du genre « Nouvelle maison, nouveau chapitre ». Je savais qu'il verrait. Amber, mes parents, une partie de moi voulait qu'il le fasse. Les réactions sont venues vite. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont félicité. Les gens du garage ont aimé la publication.
D'anciennes connaissances ont commenté sur le chemin parcouru. Et puis les messages privés ont commencé. Mon père me disant à quel point il était déçu que j'étalerais mon succès pendant que ma sœur luttait. Ma mère disant que j'étais cruelle. Amber, elle a pété les plombs. Un long post sur sa page disant que l'argent change les gens. Que le succès révèle qui est vraiment quelqu'un. Elle ne m'a pas tagué. Elle n'a pas eu besoin de le faire. Tout le monde savait. Je n'ai pas répondu. Pas publiquement. Pas en privé. Parce que s'engager dans ce genre de comportement ne fait que l'alimenter. Et j'en avais fini d'alimenter tout ce qui me vidait. 3 jours après avoir emménagé, mon téléphone a sonné à nouveau. Bonjour. Enfin, dit ma mère. Tu réponds. J'ai fermé les yeux une seconde. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ce que je veux, lança-t-elle. Je veux que tu agisses comme la fille que j'ai élevée. Ta sœur et ses enfants sont sur le point d'être sans abri, et tu es assise dans une grande maison vide, à les ignorer. J'ai laissé échapper un petit souffle. Ce n'est pas une grande maison vide, dis-je. C'est une modeste 3 chambres et elle n'est pas vide. J'y habite. Tu sais ce que je veux dire. Tu as de la place. Ils ont besoin de place. C'est aussi simple que ça. Rien de tout cela n'est simple, dis-je. Il y a eu une pause. Puis j'ai posé la question que je retenais. Où était toute cette préoccupation quand Jason me trompait? Silence. Quand j'ai tout perdu, quand c'est moi qui luttais. C'est différent, dit-elle. Comment? Tu es une femme, avait-elle dit. Tu peux prendre soin de toi. Amber a des enfants. Et voilà. La logique, la justification, la règle sous laquelle j'avais vécu sans m'en rendre compte. Je devais tout gérer seule, absorber la douleur, reconstruire silencieusement. Mais Amber avait des excuses. Amber avait une protection. Amber avait des secondes chances, peu importe ce qu'elle faisait. Je me suis appuyée contre le mur. Maman, dis-je calmement. J'ai travaillé des heures folles pendant 2 ans pour m'offrir cette maison. J'ai étudié après des journées de travail de 12 heures. J'ai vécu dans un endroit où le plafond fuyait chaque fois que le voisin d'en haut prenait une douche. J'ai fait tout cela toute seule. Sans aide de ta part. Sans aide de personne. Elle n'a pas interrompu. Alors, non, continuai-je. Amber ne peut pas vivre ici. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle les assume. Elle a fait une erreur, insista ma mère. Les gens en font, dis-je. Et parfois, ces erreurs ont des conséquences que l'on ne peut pas réparer avec une simple excuse. Tu punis les enfants, dit-elle. Celle-là a touché. Bien sûr. Parce que j'aime ces enfants, même si je ne les avais pas vus depuis un moment. Mais je savais aussi ce qui se passerait si je disais oui. Amber emménagerait. Elle resterait. Et finalement, je les soutiendrais tous les 3 pendant qu'elle retomberait dans les mêmes schémas qui l'avaient amenée ici. Les enfants ont des grands-parents avec une maison de 4 chambres, dis-je. Pourquoi ne sont-ils pas chez vous? Encore une pause. Ton père et moi sommes trop vieux pour des enfants qui courent partout, dit-elle finalement. Nous avons besoin de notre paix et de notre tranquillité. J'ai failli rire. Il voulait que je sacrifie ma paix pour qu'il garde la leur. Non, dis-je. J'ai aussi besoin de ma paix, et je l'ai gagnée. Ce n'est pas fini, dit-elle avant de raccrocher. Elle avait raison. Ce n'était pas fini. Pas encore. Le lendemain, la situation s'est aggravée. Je suis rentrée du travail, fatiguée, mais calme, ne m'attendant à rien de plus qu'une soirée tranquille, et j'ai trouvé la voiture d'Amber garée dans mon allée. Pendant un instant, je suis restée là parce qu'une partie de moi savait qu'elle essaierait quelque chose. Je ne m'attendais juste pas à ça. Elle était assise sur le porche de ma maison avec ses 2 enfants, entourée de valises et de sacs poubelles remplis de vêtements. Les enfants avaient l'air épuisés, confus, se serrant l'un l'autre de cette façon silencieuse que font les enfants quand ils savent que quelque chose ne va pas mais ne le comprennent pas entièrement. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, sortant de mon camion. Amber n'a même pas essayé d'être subtile.
Nous avons été expulsés, dit-elle à voix haute, s'assurant que les voisins pouvaient entendre. Nous n'avons nulle part où aller. Bien sûr qu'elle avait fait ça. Visiblement, en public, une performance. Elle ne demandait pas. Elle essayait de me coincer. Je me suis approchée lentement, regardant les sacs, les enfants, la façon dont elle s'était positionnée comme si elle y appartenait déjà. Alors, tu pensais te présenter, dis-je, avec tout ce que tu possèdes, et cela m'obligerait à te laisser rester. Elle a croisé les bras. Tu ne laisserais pas ta propre nièce et ton neveu être sans abri. Là encore. Le levier, la culpabilité, l'attente que je cède sous la pression. J'ai pris une inspiration. Monte dans ta voiture et pars, dis-je. Ou quoi, défia TL. Tu vas appeler la police sur ta propre sœur avec des enfants ici même. J'ai soutenu son regard. Ça ne va pas marcher, Amber. Tu n'as pas le droit de te manipuler dans ma vie. Ils ne nous prendront pas, dit-elle soudainement, l'agressivité s'estompant un instant. Maman et papa ont dit non. Ils ont dit qu'ils étaient trop vieux. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Ils ont de la place, dis-je. Ils ne veulent juste pas l'utiliser. Elle a détourné le regard. Alors appelle Jason, ajoutai-je. Vous étiez proche, n'est-ce pas? Il peut t'aider. Son expression s'est assombrie. Nous ne nous parlons pas, étonnant. Elle s'est rapprochée, la colère montant à nouveau, remplaçant la brève lueur d'honnêteté. Tu es incroyable, claqua-t-elle, agissant comme si tu étais meilleure que tout le monde parce que tu as une maison. Nouvelle, Naomi. Tu es toujours la même femme que Jason a trompée. Pas étonnant qu'il soit parti. Qui voudrait rester avec quelqu'un d'aussi froid? Et ainsi, toute hésitation que j'aurais pu avoir a disparu, parce que là, c'était le vrai Amber. Pas désespérée, pas désolée, juste pleine de droit, cruelle. Exactement la même personne qui s'était tenue dans cette épicerie et avait ri de ma vie. Sors de ma propriété, dis-je, d'une voix plate. Maintenant. Elle m'a regardé, essayant de lire mon visage, de trouver une faiblesse. Il n'y en avait pas, ou je vais appeler la police, ajoutai-je. Cela a suffi. Elle a commencé à rassembler ses affaires, marmonnant sous son souffle. Allez, dit-elle aux enfants à voix haute. Votre tante ne veut pas de nous. Nous trouverons quelque chose comme nous l'avons toujours fait. Les enfants n'ont rien dit. Ils l'ont juste suivi et je suis restée là à les regarder partir, ressentant quelque chose de compliqué s'installer dans ma poitrine. Pas de culpabilité, pas de soulagement, juste de la finalité. Une semaine passa, puis une autre. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas de drame. Et pendant un instant, j'ai pensé que c'était peut-être ça. Mais je savais mieux, alors j'ai pris des précautions. Le matin après le coup d'éclat d'Amber, je suis allée au bureau du comté et j'ai déposé une ordonnance d'interdiction de territoire. Le processus était simple. Apparemment, se présenter avec des sacs et des enfants et refuser de partir compte comme un problème. L'officier à qui j'ai parlé m'a dit que j'avais assez pour l'appliquer immédiatement et a suggéré d'installer des caméras. Alors, je l'ai fait. À midi, tous les angles de ma propriété étaient couverts. Alerte de mouvement, enregistrement vidéo, pas d'angle mort. Si Amber essayait quoi que ce soit à nouveau, je ne serais pas prise au dépourvu. Je pensais que ce serait la fin. Puis Jason s'est présenté tard, vers minuit. Je venais juste d'arriver dans l'allée quand j'ai vu quelqu'un assis sur mes marches avant. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnu. Il avait l'air plus petit, pas physiquement, mais en présence, comme si la vie l'avait enfin rattrapé. Naomi, dit-il quand je me suis approchée. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai ri. Pas par humour, par incrédulité. Pas mon problème, dis-je, le dépassant vers la porte. S'il te plaît, dit-il, se relevant rapidement. Parle-moi juste. Je me suis légèrement tournée. De quoi? De l'adultère, des mensonges, ou de la façon dont tu as encouragé ma sœur à se retourner contre moi. Il a tressailli. J'ai fait des erreurs, dit-il calmement. Je pensais avoir tout compris, mais ce n'était pas le cas.
Elle m'a quitté. À tout prix. J'ai perdu mon travail, mon appartement. Je suis retournée chez ma mère, et elle s'apprête à me mettre dehors. Le karma, simple, propre, inévitable. Il a tendu la main vers mon bras. Je t'aimais, dit-il. Tu ne regrettes pas ce que nous avions? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse, rien. Non, dis-je, et j'ai fermé la porte. Il est resté dehors pendant un moment, parlant, suppliant. Finalement, il est parti. 2 jours plus tard, mes parents sont venus, sans prévenir. Bien sûr. Ma mère est entrée comme si elle avait encore de l'autorité. Mon père avait l'air en colère avant même de parler. Ta sœur a besoin d'aide, dit-il. Une bonne fille ferait un pas en avant. J'ai ri. C'est drôle, dis-je. Je ne me souviens pas que l'un de vous deux ait fait un pas en avant quand j'avais besoin d'aide. C'était différent, claqua ma mère. Parce que je devais m'en occuper seule, demandai-je. Parce que je n'avais pas d'enfant comme levier. La voix de mon père s'est durcie. Ah, tu as changé. L'argent t'a changé. Tu es égoïste maintenant. J'ai hoché lentement la tête. Vous avez raison, dis-je. Ils ont cligné des yeux. Vous avez absolument raison. Je ne suis pas la fille que vous avez élevée. Silence. La femme que vous avez élevée aurait dit oui. Elle se serait laissée utiliser. Elle aurait continué à donner à des gens qui n'ont jamais rien rendu. J'ai croisé leurs regards. Elle est partie. Ma mère a attrapé son sac à main. Tu le regretteras. Je ne pense pas, dis-je, tenant la porte ouverte. Ils sont partis. Pas d'au revoir, pas de compréhension. Juste de la colère. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis restée là un moment, seule dans ma maison, dans ma vie. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun poids sur mes épaules qui ne m'appartienne pas. Aucune attente à laquelle je n'avais pas consenti, aucune voix me disant qui je devrais être, juste le silence et la paix. J'avais perdu un mariage, une sœur, l'illusion d'une famille. Mais dans ce processus, j'avais trouvé quelque chose de mieux.